C'est peu de dire que les sondages sont très mauvais pour François Hollande, le chef de l'État, qui va nous dire au mois de décembre, normalement, s'il part pour la primaire du Parti Socialiste. Et c'est avec François Calfon que nous sommes ce matin, qui dirige la campagne d'Arnaud Montebourg, qui lui a dit pas encore s'il allait à la primaire ou pas, s'il va directement à la présidentielle. C'est avec François Calfon qu'on va en parler en tous les cas. François Calfon, bonjour. Bonjour. C'est vrai, il ne l'a pas dit encore qu'il allait à la, primaire. Il y a encore du suspense. Il peut encore enjamber la primaire, on ne sait pas. Déjà, aura-t-elle lieu la primaire? Il y a même un bruissement du microcosme dans Paris sur ce sujet. Plus sérieusement, Arnaud Montebourg est l'inventeur de la primaire. Ouais. Il est enclin naturellement à y participer. Ouais. Il y a des choses qui avancent, d'autres qui bloquent encore à l'heure où nous parlons. Ceux qui avancent, ce sont les bureaux de vote. Ouais. Il y a une transparence qui a été... Combien il y en aurait? Alors, en socle, plus de 8000. Naturellement, Et en 2011, il y en avait eu combien? naturellement, 10 000, nous demandons 10 000. Mais finalement, ce qu'on va regarder surtout, c'est leur localisation, le nombre de votants en 2011, pour qu'il n'y ait pas de trou, tout simplement. La deuxième chose, c'est la dotation financière qui est octroyée aux candidats. Où là, j'ai entendu parler de 50 000 euros. Oui, là, très franchement, c'est un peu ridicule. Tout le monde sait au Parti Socialiste que 2 des candidates ont eu des remboursements au-delà de 100 000 euros la dernière fois. Vous parlez de Martine Aubry et de Ségolène Royal. Eh bien voilà, vous avez bien déduit. Donc il faudrait qu'on puisse être sur ces bases-là. Donc il y a une forme de crispation de la direction. Voilà, si c'est une tentative d'étouffement, elle traduit simplement une fébrilité du camp Hollande. Et à ce moment-là, vous iriez directement à la présidentielle? Il faut voir, on avance en tout cas. Vous avancez. Ça se décidera quand tout ça? Dimanche. Ce dimanche. Ce dimanche. C'est déterminant. Conseil oui, national du Parti Socialiste. C'est déterminant, mais s'il devait y avoir un atermoiement ou un recul, nous, on n'est pas pressés. Il n'y a pas de difficulté. À ce moment-là, la primaire... Mais dimanche, ce n'est pas la décision d'Arnaud Montebourg qui sera prise. Ça, on verra. Elle sera motivée parce qu'il... Elle sera motivée plus tard, elle sera motivée, sa décision sera prise plus tard, motivée parce qu'il sera dimanche. Elle sera motivée par ce qui se passera dimanche ou ne se passera pas, sachant que c'est une étape importante. Si elle ne devait pas être concluante, eh ben, c'est pas grave, on attendra que les conditions soient bien réellement remplies. Est-ce que, d'après vous, François Hollande va aller à l'élection, à la primaire, à la présidentielle, si jamais il gagne la primaire, dans la mesure où les sondages sont détestables? Enfin, on voit qu'il y a 8 Français sur 10, selon un sondage Odoxa qui est tombé ces dernières heures, qui estiment qu'il devrait renoncer à se présenter à la présidentielle. Vous savez, quand nous sillonnons la France, quand nous parlons avec les Français, ils nous disent tous, quelles que soient d'ailleurs les familles politiques dont ils sont issus, nous ne voulons pas de la candidature de François Hollande. Mais pour être plus exact quand même, il faut dire qu'ils nous disent tous, nous ne voulons pas d'un duel entre les 2 anciens présidents de la République. Anciens au moment, bien sûr, de l'élection, il s'agit d'être inconvenant avec personne. Les gens veulent sortir du duopôle Sarkozy-Hollande, et on le voit, puisque cette semaine qui a été épouvantable pour le président de la République sortant, l'a été également pour l'ancien président de la République. Oui. On le voit bien, il y a une accumulation de soupçons et d'affaires à l'endroit de M. Sarkozy, une trumpisation de sa campagne, et, si j'ose dire, en regard, un certain nombre de clignotants qui se sont tous alignés en rouge pour M. Hollande. Je parle du chômage qui a explosé ce mois-ci, mais je parle aussi finalement de son principal argument de campagne qui était de dire « je pourrais être celui qui sauve la France de Nicolas Sarkozy ». Et en fait, c'est lui qui l'a enfoncé? Je ne sais pas, je ne crois pas que ce soit cela. Je crois on a vu ce reportage hier sur France Télévisions enfin, en tous les cas, Arnaud Montebourg apparaît comme pour le Parti Socialiste. Oui. Comme le favori, alors, à ce moment-là? C'est même plus que ça. Il y a à gauche, finalement, un double refus de la part d'une majorité d'électeurs. Le refus de ceux qui disent tout le temps non, comme M. Mélenchon, et le refus de ceux qui ne savent pas dire non, ni à l'Union européenne, ni au MEDEF. C'est François Hollande? Oui, c'est finalement à la fois M. Macron et M. Hollande. Il y a une majorité politique pour avoir une gauche de la volonté, fidèle à ses principes, mais aussi compatible avec l'action gouvernementale. Il est différent de Jean-Luc Mélenchon parce qu'il ne dit pas toujours non. Absolument. Mais il est différent aussi de M. Emmanuel Macron parce qu'il dit pas toujours oui.
Mais elle ne dit pas toujours Alors oui. il dit oui et non, alors. Exactement, et on va dire pourquoi. Et quel est le chemin? C'est pour refaire France. La France, ça ne se fait pas que dans les manifestations. Monsieur Mélenchon les adore. Ça, ouais. La France, ça ne se fait pas qu'en disant oui à Madame Merkel et l'Union européenne. Il faut un chemin. Ce chemin, c'est celui du patriotisme économique, du Made in France. Quand nos intérêts vitaux sont engagés, alors avec le peuple français, il faut savoir les défendre. Un cas concret, celui Alstom. Alors Alstom, qu'est-ce qu'on fait? On nationalise? Ouais, Alstom, on a déjà 20% de participation, mais il faut observer une chose, il n'y a qu'en France que l'équipe nationale du ferroviaire est désunie. Aux États-Unis, quand on achète des trains Alstom, où sont-ils fabriqués à 100%? Aux États-Unis. En Inde, quand on achète des trains Alstom, où sont-ils fabriqués à 100%? En Inde. Oui, mais peut-être parce que Alstom n'est pas concurrentiel. En France, quand la SNCF achète des trains qui ne sont pas Alstom, 40 locomotives. Oui, mais Bombardier, ils construisent en France. 40, oui, c'est parce que la région Île-de-France l'a demandé. Oui. Hein, mais l'État français lui-même, il n'a même pas exigé les 40 locomotives de fret qui ont été achetées finalement par la SNCF à une entreprise concurrente que la localisation de l'emploi soit en France. Vous savez où sont construites ces fameuses locomotives qui finalement mettent à bas Belfort? Elles ne sont même pas construites en Allemagne, elles sont construites en Pologne. Alors, vous voyez, mais la Pologne fait partie de l'Union européenne. Oui, mais bien sûr, mais on peut être ouvert en permanence au vent mauvais de la mondialisation pour être agréable à l'endroit de M. Cron ou de son successeur qui finalement prennent des retraites chapeau à 12 millions d'euros. Donc il faut revoir complètement l'Europe aussi? Ah bah ça c'est certain qu'il va falloir changer. Ça veut dire quoi faire France? Ben, ça veut dire, je vous l'ai dit, sur l'industrie, un exemple. Ça suffit comme slogan, ça, pour marquer les esprits? C'est pas un slogan, c'est des pratiques. Je vais vous donner un autre exemple très très précis. On peut parfaitement faire en sorte que la commande publique soit finalement capté, si j'ose dire, positivement par des PME Made in France. Jusqu'à 80% propose Arnaud Montebourg. Alors vous allez me dire, c'est impossible, les traités l'interdisent. Vous savez quelle est la partie des PME allemandes qui captent la commande publique allemande avec les mêmes traités qu'aujourd'hui? 50%. Aujourd'hui en France, vous savez quelle est la part des PME françaises? 20%. Et vous savez qu'on peut le faire, les 80%, à droit européen constant. Alors comment on le fait? Eh ben, on le fait comme, par exemple... On baisse les charges? On le fait comme... Ça n'a rien à voir, c'est la commande publique. On le fait comme l'a fait la région Pays de la Loire, qui est passée de 20% à 80% en 5 ans, en faisant en sorte que les lots, finalement, dans les marchés publics soient allotis pour que les PME puissent répondre, qu'il y ait des clauses sociales et environnementales qui sont légales. Vous voyez... Les PME sont mises trop de côté dans les appels d'offres des collectivités totalement. Il n'y a aucun patriotisme économique national ou régional. Et quand on parle... Il faut revoir les règles, alors. C'est les règles du jeu la pratique. Il y a 150 000 acheteurs publics en France. Il y en a à peu près 500 en Allemagne. Il y a le patriotisme, les pratiques qui doivent jouer. Il y a d'un côté le laisser-faire de l'entre-soi, de la technostructure qui va pantoufler dans les entreprises du CAC 40, et de l'autre côté, le volontarisme, le patriotisme économique qui finalement permet à la fois de sauver les travailleurs et les entreprises, je pense aux PME, qui créent 99% de l'emploi en France. En fait, on aura à la présidentielle, si M. Hollande est exclu, on aura M. Mélenchon, M. Montebourg et M. Macron, les 3 M alors. Les 3 M, c'est ce que j'appelle l'empêchement de M. Finalement Hollande, c'est le C3M, c'est-à-dire le chômage d'un côté et les 3 M que vous venez de citer. Et c'est qui le meilleur des 3 M alors? Il n'y a pas de doute sur le fait que l'alternative interne au gouvernement qui nous est présentée, si M. Hollande devait faire défaut, il est possible qu'il fasse défaut, c'est M. Valls. M. Valls, c'est le cumul d'une vision autoritaire de la société, à la fois sur le plan institutionnel, avec l'usage massif comme une arme de destruction massive du 49.3, et de l'autre côté, sur le plan finalement de la société, qui serait une société d'ordre. Et de l'autre côté, du libéralisme économique sans limite. Vous redoutez que si Hollande n'y aille pas, que ce soit Manuel Valls qui y aille? Je ne redoute absolument pas, nous l'accueillerons. Je ne redoute absolument pas, nous l'accueillerons dans la primaire, comme Arnaud Montebourg l'a accueilli dans la primaire de 2011, avec une issue qui sans doute se rapproche. D'accord. Dernière petite question, on a appris le chiffre, le montant de la dette pour le deuxième trimestre 2016 en France, 31 milliards d'euros en plus, c'est-à-dire que sur le quinquennat de M. Hollande, ça représente 315 milliards de dettes supplémentaires. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est la preuve que les politiques d'austérité sociale et fiscale ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que vous faites les coupes claires et vous faites finalement un plan massif de fiscalité qui a
casser toute croissance en direction des ménages, ça ne fonctionne pas. Que dit le FMI, que dit l'OCDE, des organismes qui ne sont pourtant pas des organismes de gauche, pour parler simplement. Ils disent il faut l'investissement public maintenant. Il y en a même qui disent, y compris à la Commission européenne, il faut des relances salariales. Et c'est la voie qu'il faut choisir. Ça veut dire qu'on sort des clous du pacte de stabilité européen, des 3% de déficit par rapport au produit intérieur brut. Les baisses d'impôts que nous allons faire sur les ménages, on les compense. Mais cette règle européenne, elle est importante ou pas pour vous? Pour moi, elle n'est que finalement une indication sur laquelle il faut jouer. Mais pas une obligation. Ça ne peut pas être, ça n'en est pas une, mais surtout il faut une stratégie économique qui permette d'optimiser finalement les baisses de charges non ciblées. On peut récupérer 15 milliards, les affecter à des baisses d'impôts pour les ménages et une relance, je l'ai dit, avec un bon usage de l'investissement public. Et croyez-moi que la croissance sera au rendez-vous et donc de l'argent dans les caisses de l'État. Faire France, c'est le slogan de Arnaud Montebourg, qui est l'homme qui ne dit pas toujours non comme Mélenchon et qui ne dit pas toujours oui comme Macron. En tous les cas, il est décidé, déterminé à défendre son dossier, primaire ou pas primaire. Merci François Calfon.